quatre d'être là. Alors, on a dit beaucoup de choses déjà depuis ce matin. Ils ont raconté déjà beaucoup autour de cette méthodologie et de la supervision. Kevin, on débute avec vous. Si on remonte encore un petit peu le temps, on retourne en 2017. Par où avez-vous vraiment commencé quand la Solideo a été créée ? Oui, alors moi j'arrive en 2018 pour être précis à la direction des programmes, donc dans la direction de Philippe Rosier. Et effectivement, comme on l'a rappelé, qui a été rappelé tout à l'heure, l'une des premières tâches, c'est définir des programmes, des budgets, des calendriers et des ambitions. Et pour ça, donc, il faut trouver des objectifs, des indicateurs pour tous les projets. Quand on fait le premier rétro-planning global, ça crée en fait une urgence permanente dès le début. Il faut tout mener de front et on part du principe que chaque jour compte. D'ailleurs, sur nos écrans ordinateurs, il y a le décompte qui s'affiche tous les jours. Côté supervision, donc c'est un nouveau métier. Il faut tout construire et c'est ça qui est intéressant. Et les concepts du triptyque méthodologique que Yann a présenté tout à l'heure sur la gestion des marges, la gestion des écarts et la gestion des risques est déjà en place, mais il faut les décliner de manière concrète avec des méthodes pour sécuriser cet objectif impérial de livrer les jeux les ouvrages quoi qu'il advienne, sans pour autant créer une lourdeur administrative qui va ralentir les projets. Toutes ces règles, donc, on les écrit dans la convention d'objectifs, ce contrat tripartite qu'on va réaliser avec chaque maître d'ouvrage. Il y a 70 conventions d'objectifs. Donc le contrat, il est entre le maître d'ouvrage, Paris 2024, premier utilisateur, et la Solideo. Et maintenant à partir du moment où on a contractualisé ces conventions d'objectifs, c'est le plus dur qui commence, je dirais, c'est la mise en œuvre. Pour ça, à ce moment-là, au début de la mise en œuvre, on prend conscience qu'une part non négligeable de notre travail va être de rédiger des notes de synthèse pour rassurer ou alerter tel ou tel cabinet ministériel ou service préfectoral. Et effectivement, 60 projets. On fait donc une revue de projet mensuelle et donc ça fait énormément de données à analyser, à synthétiser et à mettre en forme. Donc on est une petite équipe, on est à la direction des programmes, donc 6 personnes et un directeur et une directrice adjointe. Et assez vite, du coup, j'ai l'idée d'automatiser un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée. On est en 2018, l'IA ne fait pas encore partie de notre quotidien. Et donc on met en place des choses assez simples. Tout d'abord, on commence par un grand tableur Excel pour faire un reporting sur 6 grandes thématiques: le management de projet, le programme, le coût, le délai, l'ambition, et on met aussi la charte emploi. Et pour chaque thématique, on va donner du coup un indicateur de criticité du bleu jusqu'au rouge sur 5 échelons, et puis un commentaire de 250 caractères pour apporter l'information vraiment essentielle. Après ça, on a des outils de pilotage qui sont un peu plus poussés, qui vont être développés, avec du coup l'idée d'avoir une base de données unique avec tous les indicateurs qu'on met à jour tous les mois et qui, eux, vont donner plusieurs tableaux de bord. Un tableau de bord orienté sur les risques à la DIJOP, un tableau de bord plus opérationnel pour les maîtres d'ouvrage, et puis voilà, autant de tableaux de bord, je dirais, qu'il y a de personnes. Et tout ça, en fait, l'idée initiale, c'est de faire en sorte que tout le monde a la même information à l'instant T. Oui, que cette donnée que vous récupérez soit fiable, utile pour la gouvernance dont on a beaucoup parlé. Est-ce que ça a été compliqué pour les maîtres d'ouvrage de comprendre cette méthode et puis de l'appliquer finalement ? Effectivement, embarquer une trentaine de maîtres d'ouvrage dans ce principe de supervision qui est complètement novateur et qui peut parfois, je dirais, être perçu comme une instance de contrôle. Ça va être des choses simples. Mais c'est aussi une force d'avoir autant de maîtrise
de maître d'ouvrage dans le projet. C'est un élément important à cette réussite. La méthode est construite pour s'appuyer sur leurs expertises, leurs compétences, et nous, on va se positionner plutôt comme facilitateur. Donc la convention d'objectifs, elle responsabilise le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est responsable de son programme, de son calendrier, de son budget. Nous, on va du coup apporter du lien et faciliter la mise en œuvre. D'autre part, les maîtres d'ouvrage sont les exploitants futurs des ouvrages en héritage, et donc ça c'est aussi un élément important. On va construire la méthode en s'intéressant à l'usage de ces projets, c'est-à-dire s'assurer qu'ils soient entièrement fonctionnels. Alors d'une part pour Paris 2024 forcément en premier lieu, mais aussi que des demandes nécessaires au jeu ne génèrent pas des contraintes trop importante pour l'exploitation future. Et on le rappelle, hein, cette méthode, elle a été la même pour les petits et les très très grands projets. Hein. Ça a été la même qui a été déclinée pour tout le monde. Thérèse Boussard, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du pôle gestion de l'infrastructure chez RTE. RTE qui a été le maître d'ouvrage de l'enfouissement des lignes à haute tension, qui était un préalable pour construire le village olympique. C'est en ça que vous avez joué un rôle majeur, essentiel même, pour que ce village sorte de terre. Oui, effectivement, bonjour à tous. Vous voyez sur la carte les pointillés en rouge. Alors, je vais vous parler de câbles, de pylônes. Bon, les ronds, c'est les pylônes, et les câbles, c'est les petits traits rouges. Et donc, le projet, et vous voyez en bas le village olympique, et vous voyez qu'il y a à peu près 6 pylônes qui sont vraiment dans l'environnement du village olympique. Donc, le projet, c'est quoi? C'est d'enfouir par un tunnel qui part du poste Briche au poste Seine, d'enfouir donc ces 4 liaisons, parce que c'est des liaisons doubles. C'est des liaisons qui sont stratégiques pour l'Île-de-France. Ça transporte l'électricité pour l'ensemble de Paris et de l'Île-de-France. Donc on ne peut pas les couper comme ça, vous comprenez bien pourquoi. C'est un projet de 100 millions. On a du coup à créer un tunnel de 2,5 km à 50 mètres de profondeur. Pour RTE, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de grands projets. On fait, comme on a un délai contraint, puisqu'il faut qu'on ait absolument terminé l'enfouissement et qu'on ait dégagé en tout cas la zone pour le village olympique en fin 2023, on va plutôt sur une conception-réalisation, ce qui est une première pour RTE, pour limiter les interfaces et être plus sûr en principe d'arriver dans le bon délai. Et la dernière chose qui est une première pour RTE, c'est un tunnel de 2,5 km à une profondeur de 50 mètres. Voilà. Tout ça dans un environnement, comme vous pouvez le voir, très ultra-urbain, avec des routes, du rail à passer, un canal, un métro, enfin voilà, un endroit un peu complexe. Et puis, dès qu'on creuse, des fois, on peut trouver des câbles électriques qui traînent ou des conduites d'eau, des conduites de gaz, etc. Donc voilà, un projet complexe pour nous. Donc ce projet, lui aussi, il a été supervisé. Cette supervision, dites-nous comment vous l'avez vécu et peut-être quelle plus-value aussi elle a pu vous apporter. Alors, comme je l'ai dit, c'est un projet complexe pour RTE. Donc en interne, on met un pilotage resserré. Mais alors, c'est rien à côté du pilotage externe, puisqu'en fait, effectivement, tous les mois, il y a une revue mensuelle avec la Solideo. Tous les trimestres au début et après tous les mois, le comité de gestion des risques avec la Solideo. Tous les trimestres, on a une réunion avec la Solideo et les élus. Et tous les semestres, je crois, on a une réunion avec les parties prenantes. Donc voilà, sous haute surveillance. Très franchement, c'est pas parce que je suis au sein dans l'héritage de la Solideo que je dis ça, mais ça s'est en fait extrêmement bien passé. Cette supervision s'est transformée en réel partenariat. Il y a même eu mise à disposition d'une experte pour nous aider à un moment donné où dans le creusement du tunnel, on a eu des problèmes. C'est la transparence totale qu'on a réussi à avoir entre nous. Et voilà, pour nous, c'est quelque chose de très positif et un certain nombre de choses
qui ont été demandés par la Solideo ont été mis en place après sur les grands projets de RTE. Merci beaucoup. On va donner la parole à Christian Mourougan, qui a une double casquette aujourd'hui, président de l'OPIC actuellement, mais vous étiez auparavant directeur de l'aménagement à la métropole du Grand Paris. Vous avez notamment piloté le projet du CAO et le franchissement de l'autoroute, ce CAO qui a été le plus gros équipement des Jeux. Dites-nous, vous, de votre point de vue, comment vous avez travaillé avec la Solideo? Oui, merci beaucoup et bonjour à tous et merci de cette invitation. Alors, je voudrais d'abord répondre faire deux petites remarques par rapport à ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure sur le rôle du contrat moral qu'il y avait entre la Solideo et ses maîtres d'ouvrage, sur lequel Kevin a rebondi. Ces contrats, on les a respectés, effectivement. Il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de risque contentieux derrière, mais plus on va dire un risque d'image. On les a respectés parce que les collectivités étaient aussi administratrices de la Solideo. Et donc, il y avait la possibilité de pouvoir influer, de pouvoir les négocier et de pouvoir aussi superviser finalement le travail de pilotage qu'assurait la Solideo. Ça, c'est je dirais un point important, c'est que finalement, il y avait une interaction puisque les collectivités locales, dont la métropole, mais le Conseil régional d'Île-de-France, la ville de Paris, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis aussi, nous étions financeurs de la Solideo. Le deuxième point important, c'est que la Solideo, c'est un énorme outil de simplification pour les maîtres d'ouvrage, et notamment dans l'ingénierie financière. C'est-à-dire que la Solideo se chargeait de capter l'ensemble des financements de tous les maîtres d'ouvrage et de tous les financeurs, et ensuite était le seul circuit de financement que nous avions pour nous, maîtres d'ouvrage. Donc pour les maîtres d'ouvrage, ça n'était pas nécessaire d'aller taper à toutes les portes, d'avoir des reportings multiples auprès de chacun de ces financeurs. Un seul reporting suffisait et un seul circuit de financement. Et ce qui nous permettait aussi d'avoir la Solideo qui rendait compte aux autres financeurs du travail de maître d'ouvrage. Donc, il faut voir aussi la Solideo comme un énorme outil de simplification. Et le deuxième point qui est important, c'est que la Solideo était aussi pour nous, collectivité locale, un centre de ressources. La métropole, c'est une collectivité jeune qui a été créée en 2016, donc quasiment en même temps que le lancement des Jeux. Et donc, au départ, avec une très très petite équipe, puisqu'il y avait au départ une seule personne qui suivait ce centre aquatique olympique et aussi la création de la ZAC de la Plaine-Saunier qui accueillait cet équipement. Donc c'est Flora Dancourt pour ceux qui la connaissent. Et ensuite, il a fallu créer l'équipe et en même temps créer l'ensemble des outils de fonctionnement de la collectivité locale. Et le fait de pouvoir s'appuyer via la Solideo sur un centre de ressources pour pouvoir nous aider à mettre en place un certain nombre de méthodologies et à pouvoir appréhender un certain nombre de questions, notamment, alors il y a trois sujets qui étaient pour nous assez complexes, toutes les questions d'urbanisme et l'interaction entre code de l'environnement, code de l'urbain, code de la construction. Le deuxième point, c'est qu'on passait à un contrat de concession, et donc un contrat avec des complexités techniques et juridiques assez importantes, et le travail de supervision de la Solideo qui a été quelque part un aiguillon pour faire en sorte que nos clauses soient suffisamment bien écrites, notamment entre la phase olympique et la phase héritage. Tout ça a été utile. Et le troisième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le point financier pour pouvoir calibrer l'ensemble du financement. Alors tout ça se fait pas forcément, c'est pas un long fleuve tranquille. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de. Alors bon, il y a eu le cas d'Elancourt, mais moi je citerai un exemple aussi par rapport à la question de prendre son temps et pour pouvoir agir vite derrière. Il se trouve que cet appel d'offres de la concession a été un peu particulier. Nous avions un premier prix qui était des entreprises qui étaient au-dessus de nos estimations, mais qui était
convenablement au-dessus de nos estimations. Et donc, on avait recalibré le budget avec Kevin, qui était mon superviseur. On avait recalibré le budget en fonction de cette nouvelle estimation. Et on s'attendait à avoir un résultat inférieur, puisqu'en général, entre l'offre initiale et l'offre finale, c'est une phase de négociation, le prix baisse. Et là, patatras, le prix a augmenté de 30 millions d'euros. Et donc, de grand débat, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on passe le marché quand même avec 30 millions d'euros d'écart, ou est-ce qu'on fait un troisième tour pour négocier, et avec le risque de perdre 2-3 mois? J'ai eu des discussions homériques avec Philippe, qui est devenu un ami depuis, mais on a décidé de prendre ces 2-3 mois et de réaliser quand même une vingtaine de millions d'euros d'économies par rapport à ce chiffre de l'offre initiale. Alors, ça nous a permis justement de rendre compatible et de pouvoir expliquer les écarts tout en restant dans les délais. C'est vrai que si on avait anticipé le risque Covid, on n'aurait peut-être pas pris la même décision, on aurait peut-être accepté de payer les 30 millions d'euros, Philippe. On a eu quelques sueurs froides avec ça, mais globalement, c'est ce travail de débat et ce travail d'échange entre le superviseur et le maître d'ouvrage, et notamment dans le cas de la métropole, un maître d'ouvrage qui se crée et qui devait faire sa place, qui nous a été très utile. Donc, je dirais que le travail de supervision, pour moi, a été extrêmement précieux dans le fait de pouvoir se questionner sur des nouvelles méthodes et sur des nouvelles pratiques, et de ne jamais avoir... je reprends cet exemple d'économie, mais on n'a jamais... s'est jamais posé la question de revoir à la baisse les ambitions. C'était les fondamentaux. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu la Solideo, il n'est pas certain que le programme d'économie n'aurait pas été sur ces fondamentaux-là. Kevin Vasseur, on parle de la gestion des écarts. Dites-nous un petit peu pourquoi et en quoi cette brique-là qu'on a vue tout à l'heure dans la slide de Yann a été utile, et comment surtout vous avez concrètement procédé. Oui, elle a été utile en particulier, donc on l'a vu pour Paris 2024 et pour les maîtres d'ouvrage. Au total, entre 2019 et mi-2025, on a validé 1200 écarts sur les 70 ouvrages. En particulier donc, sur des sujets de programme. Les 3/4 des modifications sont des modifications de programme. La moitié des demandes émanent donc de Paris 2024, et la moitié de ces demandes de Paris 2024 arrivent un an avant les Jeux, donc du T2 25 au T2 23 au T2 24. Et c'est une période en fait où la méthode est déjà bien rodée, puisque voilà, on a expérimenté avec les maîtres d'ouvrage les premières phases de gestion des écarts. Notre objectif, il est de tracer tous les écarts, qu'il ait un impact coût ou pas d'impact coût, et concrètement, quel que soit l'initiateur de la demande, Paris 24, le maître d'ouvrage lui-même, ou la cause de cette demande, un aléa de chantier ou vraiment un nouveau besoin, on passe sur la même méthode d'instruction, puisque le maître d'ouvrage va établir une fiche modificative, on l'a vu tout à l'heure, et il va, dans cette fiche modificative, identifier les incidences sur ses objectifs contractuels dans la convention d'objectifs. Et puis, cette fiche va être instruite par un comité des programmes, constitué à la fois de Paris 24, de la Solideo, de la délégation aux Jeux Olympiques, et de la direction, d'un membre du comité d'audit de la Solideo. Et ces modifications vont ensuite être validées par le conseil d'administration pour les plus importantes, et puis le directeur général a une délégation pour les modifications mineures. Cela a parfois permis de refuser des modifications, de pouvoir prendre en compte des demandes complémentaires, ou pour l'héritage également. Je pense, par exemple, l'intégration du bassin d'apprentissage dans le centre aquatique olympique, qui n'était pas nécessaire pour les Jeux, ou alors des modifications réglementaires, comme sur le village des médias, où on a dû donc intégrer des équipements de sécurité incendie en cours de route.
Et puis, si je prends un exemple plus dans le détail, il y a une fois dans le bâtiment qui accueille donc les OBS, qui est donc le producteur de toutes les images des jeux au parc des expositions du Bourget, le CEO donc transmet une nouvelle demande 1 an avant la livraison du bâtiment concernant des niveaux acoustiques beaucoup plus élevés que ceux prévus dans le projet. Et les études montrent un surcoût important pour mettre en œuvre ces besoins. Et bon, il y a encore des provisions dans le projet, mais surtout, on identifie des risques sur le planning, des risques en termes de reprise d'études, et puis surtout, les besoins sont complètement inutiles pour l'héritage. Alors le comité des programmes va refuser cette modification et puis on va étudier avec le maître d'ouvrage une solution temporaire qui a été mise en œuvre et qui au final du coup aura permis d'avoir les mêmes caractéristiques acoustiques pour 8 fois moins cher. Ça, c'était pour la gestion des écarts. Concernant la gestion des risques, qui est aussi importante dans cette méthodologie, Thérèse Boussard, dites-nous un petit peu, vous, comment vous avez appréhendé cette question. Vous avez été, chez RTE, plutôt pionnier dans la façon de constituer un projet et puis d'avoir un plan B, un plan C, aussi au cas où tente votre impact, l'impact en fait de vos travaux, de votre projet était vraiment nécessaire pour que le village puisse voir le jour. Alors, en fait, sur le papier, on a une marge de 10 mois pour le projet, donc on est relativement confiant. La Solidéo, et on apprécie, a quand même forcé un peu pour qu'on regarde un plan B en disant 10 mois de marge, c'est peut-être un peu léger. RTE fait très attention à son image de marque, et donc on a assez vite abondé dans le sens de la Solidéo, et on a commencé à regarder les risques qui pesaient sur ce projet. Donc, basiquement, là je vais rentrer un peu dans la technique, mais basiquement, on a déjà repéré les risques, on avait une 60aine de risques, on a pris une cote de probabilité d'apparition de ces risques, et ensuite on a regardé pour chacun de ces risques, il apparaissait, quel était l'impact minimum dans un scénario optimiste et quel était l'impact maximal dans un scénario pessimiste. Et au milieu de tout ça, on a fait une distribution statistique des risques et des conséquences de ces risques-là. Ensuite, avec un modèle, on a fait tourner 10 000 scénarios. Qu'est-ce que ça a apporté ? Ça a apporté un planning dit réaliste. Et surtout, ce qui a apporté, c'est l'identification des 3 risques majeurs qui avaient vraiment un impact important, à la fois sur on parle beaucoup planning, mais il y a aussi les coûts. Et c'est ça qu'on a réussi à identifier. Et les 3 risques majeurs qu'on avait, c'était effectivement sur le creusement du tunnel. D'abord parce que malgré les sondages et les études qu'on avait pu faire géologiques, on ne sait jamais très bien ce qu'on trouve. Donc on avait un risque à ce niveau-là. On avait un deuxième risque, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, quand on creuse dans le sol parisien, on trouve des câbles électriques auxquels on ne s'attend pas, ou des conduites d'eau, ou des conduites de gaz, etc., des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et le troisième gros risque, c'était sur le tunnelier en lui-même, qui aurait pu avoir une défaillance. Bon, fort de ça, on dit, OK, on va mettre en place un plan B. Et si vous pouvez revenir en arrière sur ma slide, voilà, celle-là, vous voyez que le village olympique, en fait, alors moi je trouve les pylônes extraordinairement beaux, mais manifestement, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et donc, en fait, il fallait décaler les 6 pylônes que vous voyez au bord du village olympique. Donc, le plan B consistait en fait à ne pas déposer l'ensemble des lignes et à laisser les 21 autres pylônes et n'enfouir que la partie pour pouvoir enlever les 6 pylônes, soi-disant, qui détérioraient la beauté du paysage. Voilà. Et pour ça, en fait, le plan B, c'est de passer dans le tablier du pont qui passe sur la Seine. Donc déposer les lignes, déposer les pylônes et passer dans le tablier du pont. Je rappelle qu'on est là en 2021. Il y a eu l'accident du pont de Gênes en 2019, donc l'écroulement du pont de Gênes. Donc les études pour passer dans un tablier des câbles ont été regardées de près. On est fin 2021, il faut lancer les études rapidement. Donc on lance les études rapidement pour le plan B.
Et on conditionne le planning. Là, si vous pouvez revenir au slide d'après. Voilà, pardon, non, celui d'après. Voilà. On conditionne en fait le planning du plan B avec le planning du plan A. C'est-à-dire que fin juin 2022, si le tunnelier n'est pas sorti du tunnel, on n'abandonne pas le plan B, on lance les commandes. Par contre, si le tunnelier est sorti du tunnel, on abandonne le plan B. Et le deuxième point de convergence, c'est en fin octobre 2022, si le tunnelier n'est pas sorti du tunnel, on fait le plan B et on arrête le plan A momentanément, on poursuivra plus tard. Si le tunnelier est sorti pour fin octobre 2022, dans ce cas-là, on abandonne le plan B. Je sens bien que vous voulez savoir à quel moment le tunnelier est sorti du tunnel. Le tunnelier est sorti du tunnel. En fait, au moment de fin juin 2022, ça nous a permis d'abandonner, de ne pas lancer les commandes pour le plan B. Tout ça, quand même, vous l'avez dit, doit se financer, ce plan B, parce qu'il fallait qu'il puisse être opérationnel dès lors que vous le décidiez. Comme vous le voyez sur la slide, l'abandon du plan B, c'est 500 000 € d'études qui ont été financées. Ces 500 000 €, alors les entreprises qui travaillaient sur le plan A n'étaient pas au courant qu'on avait un plan B qui avait été déclenché. Et comme par magie, ça a retiré un peu de levier de pression de certaines entreprises pour nous faire nous demander un peu plus d'argent parce qu'ils avaient des problèmes pour tenir les plannings. Donc effectivement, ça nous a coûté 500 000 €. Nous, on estime qu'on a évité de perdre quelques millions grâce à ça. Emmanuelle Gay, je vous donne la parole maintenant. Vous êtes directrice à la DRI-EAT. Vous représentez l'État. Dites-nous sur les projets sur lesquels vous avez travaillé avec la Solideo, quelles ont été les clés d'une collaboration efficace pour vous aussi? Merci et bonjour à tous. Alors, premièrement, je vais parler de notre expérience en tant que maître d'ouvrage, puisque la DRI-EAT a assuré la maîtrise d'ouvrage de 3 projets routiers pour les Jeux. À la fois l'aménagement de l'échangeur Playel avec une forte complexité sensibilisée, et puis les protections phoniques du village olympique avec évidemment un enjeu majeur de réussite, et puis également l'aménagement des voies réservées dites voies olympiques qui devaient permettre aux sportifs d'être à l'heure aux épreuves. Donc là aussi, un gros enjeu pour nous. En tant que maître d'ouvrage et sous l'angle opérationnel, je dirais que la qualité de la planification, de la contractualisation et de la supervision qui ont été mises en place ont été vraiment pour nous un facteur clé de réussite. Planification parce qu'un projet qui se passe bien, il n'y a pas d'erreur, c'est un projet qui a été bien planifié au début. Ça, c'est une évidence. Et là-dessus, la Solideo, avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage et avec l'appui de leurs prestataires en matière d'ordonnancement, planification, coordination, ont vraiment apporté beaucoup. La qualité de la contractualisation et de la supervision, elles ont été largement évoquées. Peut-être à titre de souvenir et en clin d'œil à certains qui étaient au début, je dirais que notre première réaction et la première réaction des équipes n'a pas été de se dire « Oh, voilà une belle convention avec de belles annexes, ça va être un plaisir de l'établir ». Non, ce n'a pas du tout été la réaction. La première réaction, ça a été de se dire « Oh là là, c'est quand même très lourd, très détaillé, très précis. Un vrai projet, c'est pas ça. C'est pas un long fleuve tranquille où on peut tout écrire au départ et où tout se passe comme ça. Plus des réunions tous les mois, tous les 2 mois, on va crever. » Enfin voilà, juste pour se dire, certains s'en souviennent. Et puis de toute façon, on va pas pouvoir renseigner tout ça. Et puis les ambitions sociales, nous, c'est quand même un domaine d'activité particulier avec des enjeux de sécurité. On peut pas mettre n'importe qui sur les chantiers. Enfin bref. Voilà, la toute première réaction, je tiens à la dire parce que quand même, il faut s'en souvenir, elle était ça. Après, la qualité des équipes qu'on avait en face, des prestataires, le fait qu'on ait pu parler entre eux, je dirais, acteurs se comprenant, partageant une compétence sur l'ingénierie de projet,
fait qu'au fur et à mesure, le ressenti a évolué. Bien sûr que c'est resté quand même lourd, chronophage. On a eu une convention, mais 5 avenants, voilà. Donc, un investissement conséquent, mais qui a porté ses fruits, qui a été apprécié in fine, qui nous a permis de dépasser nos objectifs en matière d'ambition sociale, d'être vraiment dans un de nos meilleurs projets en termes d'ambition environnementale, de finir en dessous de nos budgets, ce qui est excessivement rare et exceptionnel. Voilà, donc au plan opérationnel, en tant que maîtrise d'ouvrage, un partenariat vraiment apprécié. Apprécié aussi grâce à la transparence et à la confiance qui se sont construites. Transparence pour nos projets, mais aussi pour les projets d'autres maîtres d'ouvrage. On était effectivement aussi gestionnaire de l'ouvrage d'art près du projet RTE, et donc on était en confiance de savoir que les informations étaient bien partagées et que les enjeux et risques de chaque projet étaient bien pris en compte. Ça, c'est aussi un facteur clé de réussite qu'on a identifié dans une autre de nos postures sur les projets olympiques. On a mené certains en tant que maître d'ouvrage. Pour les autres, on les a accompagnés et instruits avec l'ensemble des procédures, notamment en matière d'urbanisme, d'environnement. On sait bien que ces procédures, dans un certain nombre de projets, de grands projets, les maîtres d'ouvrage les expriment comme étant des freins qui ne vont pas permettre de réussir le projet dans les délais. C'est pas du tout là ce qui s'est passé. On a aussi apprécié, je dirais, en amont, avec la Solidéo, avec l'ensemble des acteurs concernés, le fait que il y avait une ambition partagée, ça a été largement dit. Il y avait une évidence pour tous que le calendrier n'était pas négociable, mais qu'il fallait faire bien. Vraiment, cet objectif de bien faire, cet engagement moral qui était partagé par tous et qui nous engageait, ça voulait dire aussi de mener à bien les procédures sans essayer de les contourner. Et donc, ça voulait dire les prendre en compte, les planifier, s'organiser et convenir de modalités de travail ensemble, que ce soit pour les AC qu'on a instruits, pour les permis de construire. Hein, les villages olympiques, ça a été quand même derrière 56 permis et tout autant de permis modificatifs, il faut bien le dire aussi. Et ça veut dire que vous avez priorisé Alors, ça veut dire que d'abord, on a planifié, on s'est dit, il y a des procédures, il faut les respecter, chacun les prend en compte dans son activité. Après, comme toujours, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, le Covid est passé par là, et puis les maîtres d'ouvrage avaient un peu de retard, et du coup, on s'est adapté de façon agile pour, malgré le Covid, dans des procédures recalées aussi avec le niveau national, puisque lors du Covid, il a fallu adapter un certain nombre de procédures pour gérer l'ensemble et sortir les permis ou les autres autorisations dans les délais pour que les chantiers démarrent comme il le fallait. Alors en termes de modalités de travail, vous avez dit prioriser. Effectivement, ça a été s'adapter et prioriser en permanence dans notre organisation par rapport aux différentes phases des JO. Vous l'avez dit, les JO, ça a été une grande période finalement de travail pour un certain nombre d'entre nous. Pour nous, dès 2016, c'était anticiper ce qui allait se passer, mener de premières études, par exemple faune, flore, pour savoir quels seraient les enjeux à prendre en compte dans les procédures ultérieures, rechercher des sites pour remplacer ceux qui allaient être mobilisés et accueillir un certain nombre d'activités qui seraient évincées des sites qu'elles occupaient. Et ensuite, ça a été des grosses périodes d'instruction des autorisations administratives, de suivi des réalisations. Et puis, ça a été dit aussi de passage à la phase déroulée des jeux, avec pour le coup moins de planification là-dessus, peut-être moins d'accompagnement. Ça, c'est peut-être quand même un retour d'expérience pour la suite, hein, que la qualité de la planification et de l'ordonnancement qui avait été effectué pour la phase je dirais infrastructure, ça vaut le coup de l'avoir aussi pour la phase réalisation des jeux. Mais voilà, beaucoup d'adaptations, de priorisation. On avait constitué pour la partie maîtrise d'ouvrage routière un département du service modernisation du réseau routier ad hoc pour les jeux. Dans d'autres cas, pour l'instruction des permis, par exemple, on avait déchargé l'équipe 93 des permis hors JOP, et c'était les autres équipes de Petite Couronne, 92 et 94, qui ont pris en charge
leur dossier hors JOP pendant une petite période de façon à ce qu'ils puissent être 100% JOP. Ça a été dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir des interlocuteurs 100% JOP. Nous, on n'avait pas la capacité à être 100% JOP, mais à certains moments, on adaptait notre organisation au moment d'un pic de charge pour répondre aux besoins et puis ensuite, évidemment, mener aussi nos autres missions. Merci beaucoup. Christian Mourogan, je vous redonne la parole avec votre autre casquette, celle d'aujourd'hui à l'OPIC. La méthode dont on parle depuis ce matin, est-ce qu'elle peut être utile? Est-ce qu'elle vous est utile et comment l'utilisez-vous? Tout d'abord, je pense que pour les établissements publics qui sont déjà maîtres d'ouvrage, il y a pas mal d'outils qui existaient même avant les Jeux et qui peuvent bénéficier d'une amélioration du fait du retour d'expérience de l'OPIC. Mais il y a déjà des choses qui ont été faites, par exemple sur les questions d'insertion sociale ou sur les questions d'ambition environnementale. L'OPIC avait déjà lancé des choses avant je dirais, l'avènement des Jeux et des pratiques de la Solidéo. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de confronter les retours d'expérience des uns et des autres et de voir comment on peut améliorer les choses. Nous, en fait, à l'OPIC, on a une chance inouïe, on est béni des dieux de l'Olympe, puisqu'on a créé un comité d'audit et la présidence de ce comité d'audit, on l'a confiée à Nicolas Ferrand. Donc, globalement, on a déjà hérité, enfin, on a un héritage, on va dire, qui va être un peu naturel et on le voit déjà avec ce que peut nous apporter Nicolas dans ce comité d'audit et puis d'autres représentants. Ce qui me semble important aussi, c'est de pouvoir adapter ce qui a été proposé par la Solidéo à travers ces 5-6 années où on a, en tant que maître d'ouvrage, pu travailler avec eux, c'est de pouvoir l'adapter à nos nouvelles pratiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous des grands projets d'intérêt général. Enfin, les projets qu'a décrit le préfet de région dans son introduction, c'est pas notre quotidien. Donc, il faut qu'on arrive à convaincre aussi nos maîtres d'ouvrage de l'intérêt de mettre en place ces méthodes sur la cartographie des risques, sur les ambitions environnementales, sur les chartes sociales, aussi sur des projets de moindre ampleur, de moindre importance, plus serrés financièrement, avec moins de financeurs sensibles à un certain nombre d'aspects des projets. Donc il va falloir qu'on ait dans la réplication, je dirais, de notre quotidien, il va falloir qu'on mette de l'énergie si on veut vraiment bénéficier de tous les retours de la Solidéo. Moi, je retiendrai quand même trois éléments importants. Donc cette question de la cartographie des risques et de la gestion des risques et notre comité d'audit que l'on a créé d'ailleurs aussi avec l'aide de la direction du budget du ministère qui en a vu tout l'intérêt dans le cas de la Solidéo, enfin du ministère de l'économie et des finances, pardon. Je trouve que c'est un comité d'audit tourné vers les risques opérationnels et qui ensuite mesure les impacts financiers et calendaires des opérations. Je trouve que c'est un sujet intéressant pour nous parce que ça nous permet à nos équipes de revisiter nos pratiques et de se réinterroger sur les modes de dévolution des travaux, sur nos rapports avec les architectes, sur nos rapports avec nos propres maîtres d'ouvrage. L'OPIC étant maître d'ouvrage délégué, donc on a des maîtres d'ouvrage. Deuxième point important, c'est quand même la collégialité des prises de décision. On parlait tout à l'heure de prendre des décisions rapidement. On les a jamais prises seules, en fait, dans les projets olympiques. On a toujours partagé ces prises de décision, soit avec la Solidéo, soit avec nos décideurs dans les collectivités. Ce sont des projets qui avaient une certaine forme de transparence et de travail collectif. Et je pense que ce collectif de travail, cette dimension humaine des projets, ça, c'est quelque chose que l'on peut créer dans nos projets quotidiens. Et le troisième point qui me semble aussi important, c'est sur tout ce qui est autorisation d'urbanisme. Enfin, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, en fait, je trouve que c'est un sujet extrêmement complexe. Nous, dans le cas du Centre aquatique olympique, on avait pris un juriste comme AMO, un cabinet d'avocats, parce que la combinaison de tous les textes réglementaires et de tous les textes législatifs était tellement complexe à imbriquer entre la ZAC, le Centre aquatique olympique, les dimensions relatives à la dépollution des sols, les dimensions relatives au
protection de la santé de tous les riverains, etc. Tout ça était tellement complexe qu'on a préféré faire appel à cette mission-là. Et moi, si j'ai une recommandation à faire aux maîtres d'ouvrage qui travaillent aujourd'hui dans des projets un peu de cette ampleur-là, à mi-chemin entre des opérations d'aménagement et des opérations de construction, c'est de faire appel à ces missions d'AMO confiées à des cabinets d'avocats en droit de l'urbanisme pour pouvoir nous aider justement à faire le lien avec notamment les services instructeurs et l'ensemble des collectivités locales qui sont parties prenantes. Merci beaucoup Christian, merci à tous les quatre d'avoir partagé la façon dont vous avez travaillé pendant toutes ces années aux côtés de la Solideo, avec la Solideo.